Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative en compagnie cette semaine de Dominique Verret. Commençons par un visage que vous connaissez déjà pour être apparu à plusieurs reprises dans nos lives et avec Fausto Fassulo. Salut Fausto. Salut Michael, salut Dominique. Bonjour. Bonjour. Écoutez, dans cette période de forte chaleur, je me suis dit que ce serait intéressant d'enregistrer effectivement le matin pour éviter de voir nos têtes dégoulinantes de sueur. Même s'il fait très chaud pour Dominique de là où il est, en Thaïlande. Pour commencer, en tout cas, voilà, je voulais remercier déjà Fausto d'être présent avec nous parce qu'il est très occupé et pour le coup, pour introduire le sujet d'aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant effectivement que Fausto revienne un petit peu sur son parcours, qui il est, d'où vient-il, qui est-il. Qui il est, d'où vient-il, que fait-il? Bonne question. Écoute, je ne vais pas commencer par né à Enghien-les-Bains le 22 juillet 1983. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Non, mais pour essayer d'être assez synthétique, à l'origine, moi, je viens de la presse cinéma de genre, en fait. Donc, on va dire de la presse jadis contre-culturelle, mais qui aujourd'hui est quand même devenue mainstream. Donc je travaille depuis maintenant plus de 20 ans pour un titre de cinéma spécialisé qui s'appelle Mad Movies, qui est un magazine qui traite de cinéma fantastique, de cinéma de science-fiction et d'horreur. Une des références. Oui, c'est une référence. Le titre a été créé en Et la 1972. référence. 1972, donc c'est un vieux magazine qui tient encore bien debout. Et j'ai été d'abord secrétaire de rédaction du titre pendant 2 ans. J'ai ensuite été rédacteur en chef et aujourd'hui je suis directeur de la rédaction. Et en 2017, parallèlement à ces activités-là, j'ai décidé de lancer un titre un peu spécial, du moins un titre qui n'existait pas vraiment sur le marché français à ce moment-là, qui s'appelle Atome et qui est une revue en fait qui est dédiée à ce que je nomme la culture manga et qui a pour but en fait bien d'investiguer au Japon, de rencontrer les auteurs et de proposer au lectorat en fait bien des interviews d'auteurs et d'autrices. Le titre va sur ses 10 ans maintenant quasiment, ça me fait un peu peur d'ailleurs quand je dis ça. Et on a publié jusqu'à présent un petit peu plus de 200 entretiens, donc c'est assez énorme en termes de corpus. En fait, je ne crois pas qu'un titre ait publié autant d'interviews, parce qu'il y a les interviews de mangaka, ça existe depuis très longtemps dans la presse française. Il y en avait, voilà, Dominique en a fait, il y a plein d'autres qui en ont publié, évidemment. Mais en fait, souvent les titres finissaient soit par s'arrêter, pour plein de raisons, parce que la presse est un secteur qui est très très dur, soit ils finissaient par en proposer un petit peu moins. Puis c'est vrai que ça demande aussi un peu un budget que de partir au Japon tous les 3 mois, puisque c'est mon cas, pour pouvoir interviewer des auteurs. Donc tout ça demande un peu quand même une organisation. Mais en fait, de notre côté, l'organisation elle est très très simple, vu que tout repose peu ou prou sur moi. En fait, du coup, je suis à la fois le fusible, le chaînon indispensable et je suis l'élément sacrifiable, je suis un peu tout à la fois. Donc, Arrêt maladie interdit. Pardon ? Arrêt maladie interdit. Ouais, bon, écoute, ça va. Moi, je suis pas trop. J'en ai jamais fait de ma vie, donc ça va. Et en fait, Atome m'a conduit à, comment dirais-je, revêtir une autre casquette, si je puis dire. Ça a été celle de la direction artistique du Festival d'Angoulême, que j'ai tenu pendant 5 ans, avant de faire DA au Festival d'Angoulême sur la partie asiatique. Je m'occupais des rencontres à Manga City, donc je faisais l'animation de la scène de Manga City. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'animais aussi quelques masterclass au théâtre, et puis ensuite je suis passé à l'étape supérieure, et puis j'ai assuré la direction artistique, et puis le festival a été, comme vous le savez, atomisé en décembre dernier, donc l'avenir de la manifestation aujourd'hui reste encore très flou. Et encore plus flou pour le manga. Ouais, clairement. Bon. Clairement. Et puis, autre petite casquette, moi, sur lequel j'ai pu t'entendre à plusieurs reprises, c'est aussi de participer à Ah oui, la radio. Ouais, ça c'est les activités, c'est ce que j'appelle les activités un peu plus périphériques. Alors ça, pour le coup, je fais plein de trucs à côté, du type radio, où je participais aussi à une émission sur le cinéma de genre qui était diffusée sur une plateforme de VOD. Ça c'est l'émission un petit peu annexe, mais oui, effectivement, je fais partie des sociétaires de l'émission Mauvais Genre sur France Culture.
qui est, comme son nom l'indique, une émission dédiée au mauvais genre, dans laquelle le manga a aussi sa place. Et puis je participe aussi depuis 2 ans au Midi de Culture, qui est la table culturelle de France Culture, où on a réussi à installer, grâce à eux, parce que ce sont eux qui me l'ont proposé, un rendez-vous critique manga par mois. Donc c'est pas rien sur le service public, il y a quand même au moins 30 minutes pleines dédiées au manga tous les mois. Puis c'est intéressant dans le sens où même ces apparitions que tu dis, tu vois, périphériques, en gros, ça permet aussi de diffuser, en fait, on va dire, la culture sur des médias qui sont pas forcément très ouverts au manga, où on va dire le lectorat manga va peut-être pas forcément C'est être sûr. sensible à France Culture. Ah, c'est Euh, sûr. Mm. et ça reste en tout cas pour moi des sources de partage qui sont hyper intéressantes, de se retrouver quand tu es entre midi et deux en bagnole, d'écouter l'émission sur C'est Culture sûr. Basque. C'est sûr que quand tu n'officies pas sur des médias spécialisés, tu ne prêches pas forcément des convaincus, même si, et ça je pense que Dominique peut aussi en témoigner, les gros lecteurs de manga ne sont parfois pas très curieux non plus. Donc il faut aussi parfois les Ouais, convaincre, il faut beaucoup. aussi parfois les pousser à lire autre chose, enfin les faire sortir Ouais, un peu de leur c'est zone de confort frustrant. en fait. Ouais, ouais, Que ce tout à soit fait d'accord. cinéma, que ce soit manga, ça t'est venu c'est des passions qui te viennent depuis longtemps, enfin, que Oui, comme tout le monde, c'est l'enfance en fait, tu vois, en fait, une passion, ça te sauve dans la vie. C'est tout bête, hein, mais si tu peux, peu importe du milieu duquel tu viens, en fait, si tu as une passion, si tu as un truc auquel tu peux te raccrocher, ça te sauve. Moi, c'est ça, hein, tu vois. C'est quand t'es d'extraction effectivement très populaire, que t'as pas forcément accès, on va dire, à une culture dite noble, que t'as pas vraiment de bouquins de chez toi, que t'as pas vraiment accès, on va dire, à une littérature un petit peu élevée, et que tu te crées toi-même ta propre culture d'une certaine manière, que tu te façonnes un peu tes propres, comment dirais-je, obsessions, que tu arrives à identifier tes passions. Si tu arrives à te raccrocher à ça, en fait, tu arrives à sortir la tête hors de l'eau. Après, il y a une question chance évidente. C'est les bonnes rencontres que tu fais au bon moment qui permettent d'accéder à des choses, à des postes parfois que tu n'aurais pas pu avoir si tu n'étais pas présent au bon moment, au bon endroit. Mais ça, c'est un peu une lapalissade quoi de dire ça, tu vois. Mais c'est et c'est comme ça. On connaît ce genre de parcours. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Je crois qu'on a connu la même chose. Carrément, ouais. Carrément, ouais. Ouais. sur la partie presse, donc Mad Movies, Atom, donc ça te fait déjà beaucoup de boulot, hein, de chaque côté, c'est évident. Comment tu juges la situation? Tu parlais d'un peu du milieu de la presse qui est compliqué. Ah bah, la presse, ouais, c'est une cata, hein. Vraiment, non, c'est une cata. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul titre qui peut te dire qu'il va bien. Ouais. Ce serait mentir. Un éditeur de presse qui te dit: oh non, non, moi, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai, il te ment. Tout le Mhm. monde est en baisse à des degrés divers, hein, c'est certain. Je pense que ce qui te permet aujourd'hui de tenir peut-être un petit peu plus, c'est d'officier, de travailler des marchés de niche. Parce que tu as un public qui est un peu plus réceptif, qui est moins nombreux mais qui est plus réceptif. Mais aujourd'hui, les généralistes, ils morflent, que ce soit les généralistes culturels, des titres qui étaient des institutions auparavant. Si tu regardes leur chiffre de vente aujourd'hui, en fait, tu tombes de ta chaise. T'as des quotidiens, c'est absolument dingue de voir ce qu'ils vendent aujourd'hui. Alors ils ont encore la marque qui semble prescriptrice, mais en fait très concrètement, ils ne parlent à plus personne. Et après voilà, il y a une déconnexion très logique des jeunes générations à la presse, déconnexion précipitée aussi par la fermeture des points de vente. Je veux dire, avant à Paris, alors moi je suis pas du tout parisien, donc je voudrais pas passer pour un parisianiste, hein, mais bon, il s'avère que je suis ici depuis plus de 20 ans. Je me souviens, avant, tu étais sur les grands boulevards, tu avais pléthore de kiosques à journaux et tu pouvais trouver de la presse toutes les 30 mètres, quoi, toutes les 40 mètres. Aujourd'hui, tu n'as plus un kiosque. Quand on trouve un, ils vendent des cartes postales de Paris, des drapeaux de la France, Les Tours Eiffel. des mugs, des tours Eiffel, enfin tu vois, et tu as trois journaux qui se battent en duel dans ces linéaires. Et donc aujourd'hui, les points de vente, la fermeture des points de vente a aussi accéléré
la chute vente des magazines. Donc tu es obligé de, si tu me lances là-dessus, après tu as la hausse du papier. Enfin bref, Ouais. tout est fait en Et fait. les bibliothèques, c'est important pour toi? Alors, on est présent dans quelques médiathèques, mais en fait, tu sais, les médiathèques, c'est vraiment au bon vouloir de la personne qui va gérer le Mmh. rayon, en fait, manga ou bande dessinée. Donc, moi, je pense que c'est un médiathèque, voire même université. C'est des points d'entrée qui peuvent être très intéressants pour avoir un niveau d'abonnement un peu comme un matelas, quoi, Ouais, tu vois. Et ouais, comment dire? Tu es très Atom, c'est très présent à Limoges, à la médiathèque, Ah et ouais. ça soutient et ça encourage, ça fait découvrir, quoi. C'est ça vraiment il est pérennise. là-bas comme outil, en tant qu'outil. Très bien. Ah, tu vois, je Ça savais fait pas qu'on était présent comme ça dans cette médiathèque. Ouais. Bah, les médiathèques, ça permet aussi souvent de pérenniser, on va dire, par rapport à un rythme de publication qui peut être trimestriel, et cetera, des revues. Ça permet aussi de garder un peu plus longtemps aussi, en accès aux lecteurs. Non, la question évidemment par rapport à la presse, on évoque souvent le côté, l'arrivée du numérique qui a fait du mal, et cetera. Est-ce que ça a été le cas par rapport à Atom, quand ça a été lancé il y a une dizaine d'années, tu disais? Non, parce qu'en fait, si tu veux, Atome, c'est une revue qui ne serait absolument pas la même si elle était déclinée en numérique, quoi. Enfin, tu vois, c'est une vraie revue physique. Moi, je l'ai Ouais, envisagée telle. Pour moi, c'est une revue qui relève presque du fétichisme, quoi, tu vois, en fait. Il faut que tu puisses voir les illustrations, il faut que tu puisses t'y replonger, il faut que tu puisses compulser des vieux numéros quand tu as besoin de chercher un truc. Tu vois, il y a vraiment cette dimension matérielle auquel je tenais vraiment et que tu ne peux pas trouver sur le numérique. Puis même le temps de lecture, en fait, sur le numérique, c'est pas le il y a des même. études qui le prouvent, hein, le temps de lecture, il est très court. Donc aujourd'hui, les gens, ils scrollent très vite, ils lisent très vite, il suffit de voir. Il suffit juste de balayer en fait le wagon d'un train du regard pour voir comment les gens regardent leur téléphone et comment ils Ouais. consultent les informations. Tout va très très vite en fait. Et Atome, on est sur un temps de lecture qui est un peu plus long. Mmh. Voilà, c'est très différent. Donc je pense pas que le numérique en fait nuise à Atome. Je pense que simplement aujourd'hui, tu as quand même un gros manque de curiosité de la part de beaucoup de lecteurs. En fait, ils veulent avoir des informations qui sont un peu pré-mâchées sur Internet et parfois ils se disent oh, est-ce que ça vaut le coup que je dépense 14 euros pour acheter une revue? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je préfère mettre mes 14 euros dans un manga ou dans deux mangas, enfin plutôt dans un aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que moi je suis un enfant de la presse et je sais que j'achetais vraiment la presse spécialisée et j'attendais la presse spécialisée autant que j'attendais une nouveauté en manga. En fait, je voulais lire. Ouais. Bon, après, le truc, c'est que l'accès aux news était très très différent à l'époque. L'accès aux news, Ouais. Il y avait pas aujourd'hui, internet, il n'y a pas Internet. C'est pour ça qu'Atom, d'ailleurs, comment dirais-je, ne chasse absolument pas sur ce terrain-là, quoi. Moi, dès le début, je me suis dit non, non, on va pas faire de la news, parce que enfin, de la news, déjà, ça m'intéresse pas. Et puis surtout, comment dirais-je, c'est un contenu que tu peux trouver ailleurs. Donc, autant proposer des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs, c'est-à-dire des longs entretiens de 10, 12, 14, 20 pages, 22 pages parfois, qui ont été faits au Japon, parce que ceux-là, tu pourras pas les lire sur le net, quoi. et tu parlais du fait que, tu vois, on puisse pas «retranscrire» entre guillemets en numérique, notamment, le contenu d'Atom. Moi, une chose que je trouve marquante, notamment au regard de ce qui avait été fait dans d'autres revues, c'est qu'il y a vraiment je trouve une recherche de pureté graphique pour vraiment mettre en avant chaque illustrateur, chaque manga qui est traité dans la revue. Ça avait été pensé dès le départ? Quand tu vois, en comparaison d'un Animeland, par exemple, ou d'un, vieille revue, moi j'aimais bien citer Ouais. le Virus Manga que j'aimais bien, mais ça remonte à loin. Ou Tsunami, dont s'occupait Dominique. J'ai des numéros Encore encore. plus loin. Ouais. Mais ouais, pour moi, il y a eu un côté il y a tout un côté, entre guillemets, qu'on dit «militant» qui a disparu, dans autour de tout ça là, du manga, tout ce qui se passe,
paradoxalement, on est dans un paradoxe où l'Asie se rapproche de plus en plus parce que j'en ai parlé à Michael, par exemple, sur YouTube. Moi, je suis ma chinoise qui est venue en France pour expliquer la Chine, la coréenne, la thaïlandaise. Il y a plein de Français aussi qui sont dans ces pays-là, comme en Corée, en Thaïlande, partout. Et donc, il y a une évolution de la connaissance, de la compréhension de toutes ces cultures qui sont de moins en moins loin. Et en même temps, le manga, là, il est dans un niveau plat de conso. Bon, où il y a des bouquins qui sortent du lot. Mais je vois là, parce que on a parlé rapidement de Animeland. Animeland, ils font un 35e anniversaire. Bon, ils m'ont posé des questions. Euh, c'est pas gentil, mais le magazine, il me tombe des mains, quoi, par rapport à toute l'histoire qu'il y a derrière ça, quoi. Qui est pas ça, C'est quoi. c'est pas la Ouais. même, c'est pas la même vision, je dirais, après, par rapport à Tom. Pour moi, Atom a vocation à plus se rester, tu vois? Il y Ah, a un caractère c'est pas anthologique au niveau gentil, mais des c'est d'un entretiens. autre niveau. C'est gentil pour toi, ça, ouais. Animeland s'est un peu repositionné. Moi, je pense qu'ils se sont repositionnés par Ouais, rapport à nous. Déjà, même d'un point de vue maquette, hein, quand ils ont sorti ouais. leur nouvelle formule, moi j'ai vu leur couverture, je me suis dit, ah tiens, on voit qu'on est passé par là. Ils ont épuré leur maquette avec un visuel principal dans une espèce de carré comme ça, les titres en bas. C'était assez saisissant. Je me souviens quand j'ai vu arriver leur couverture de nouvelle formule il y a maintenant quelques années, je me suis dit, ah tiens, je pense qu'ils ont été un petit peu regardés ce qu'on faisait et c'est très bien. Moi-même, je suis un pompeur hein, pour la maquette d'Atome. Pour répondre à ta question, Michael, quand j'ai travaillé avec ma graphiste sur le lancement du numéro 1, je lui ai ramené de la presse japonaise et de la presse anglo-saxonne, plutôt des magazines un peu d'art, parfois des magazines de tendance japonais, parce que les maquettes japonaises sont souvent très très chargées. C'est un peu leur style, avec beaucoup d'encadrés partout. C'est très Ouais, grouillant, quoi. Mais il y a aussi des magazines qui sont un petit peu plus neutres, on va dire. Et moi, ce que je voulais surtout, c'était une maquette en fait qui ne vieillisse pas trop. Que tu puisses, 10, 15 ans après, replonger dans certains numéros et ne pas te prendre un coup de vieux. Parce que tu as des magazines, parfois, c'est d'ailleurs aussi le charme de la presse, hein, c'est d'être un peu le produit de son époque. C'est-à-dire, il y a Ouais. des magazines des années 80, 90, ça ressemble vraiment aux années 80, 90. ouais, Et ouais. il y a des magazines, parfois tu les ouvres, tu te dis, ah, tiens, c'est marrant, la maquette, elle tient encore, ça a été fait il y a 40 balais, ça tient encore la route, c'est pas trop ringard, les typos sont bien choisis, les photos sont bien placées, et ça tient encore. Et l'idée, c'était d'avoir la maquette la plus simple, la plus lisible, et avoir voilà, une direction artistique élégante, parce que on s'est tellement mangé des publications sur le manga et l'animation avec des couleurs partout, des petites photos, des trucs un peu comment dirais-je, un peu infantilisants que j'avais envie Ouais. de montrer que le manga c'était aussi une affaire sérieuse quoi en fait. Et pour toi, Atom, justement, c'est Exactement. ça? C'est un Hein. peu la manière de positionner le manga, non pas comme un divertissement, heu, de Bah il y a, consommation, tu vois? Mais il y a les, il plutôt y a les, comme il un y a les vrai deux hein. produit culturel? Bah, tu sais, c'est un peu comme il y a de l'art dans l'industrie et il y a de l'industrie dans l'art en fait, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas de vision manichéenne ou binaire en disant, bon, bah alors là, il y a les productions mainstream, c'est de la merde. Là, il y a les productions underground, c'est super. Il y a des chefs-d'œuvre du shonen Ouais. mainstream, évidemment, et il y a des bouses absolues dans le manga underground, des trucs Ah, on illisibles, est d'accord. quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. en fait, non, moi j'aime bien, c'est un peu mettre tout sur le même plan. Ça, c'est un truc qui m'amuse et que je faisais déjà dans Mad Movie, c'est-à-dire avoir un auteur qui est un gros gros vendeur et qui a fait justement plusieurs best-sellers au même niveau que un petit auteur ou une jeune autrice qui débute et en fait leur accorder exactement le même nombre de pages. Moi, c'est un truc qui m'amuse, juste pour dire voilà, en fait, effectivement, ce ou cette mangaka est d'importance. Mais là, il y a une ou un nouveau venu, mais il est tout aussi intéressant et il est traité un peu à niveau
à niveau équivalent, quoi. Il y a des gars qu'on a interviewés, des mangaka qu'on a interviewés parfois qui n'avaient pas encore explosé. Ça, c'est assez marrant et qui ont explosé après. Je pense à quelqu'un comme Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Quand on l'a rencontré, il venait juste de terminer Fire Punch et il avait fait, je crois, le premier ou le deuxième chapitre de Chainsaw Man. Donc, il n'était pas du tout l'espèce de superstar, le Quentin Tarantino du manga, comme on dit aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'on l'a chopé à ce moment-là. Et là, maintenant, 8 ans après, on voit ce qu'il est devenu. C'est assez intéressant, c'est assez marrant de se dire on a pu parler à ce type à un moment où il était encore un jeune auteur qui cherchait le succès, quoi. Ce serait plus difficile à obtenir aujourd'hui des entretiens avec lui, Il même? donne plus du tout d'interview. Ah. Et plus du tout, du tout. Mais alors, Ah ouais. il refuse de parler, ouais, c'est impossible de l'avoir. Donc, Et d'ailleurs, c'est qui les intouchables? Ceux que tu voulais absolument avoir et que tu n'as pas encore eu pour l'instant? il y a des personnalités très difficiles comme Takehiko Inoue, par exemple, très très compliqué. C'est Ah ouais? quelqu'un qui, en fait, est un peu à des phases, on va dire, de fragilité psychologique. Il est très protégé par son épouse, qui est aussi son agent. Ton agent, ouais. Et Ouais. je pense qu'elle fait très attention à sa santé mentale. Et donc, tout ce qui pourrait. Alors, je ne pense pas qu'une interview nuise à sa santé mentale, hein, entendons-nous bien, mais Je pense pas. tout ce qui pourrait en fait mettre un caillou dans sa chaussure ou venir un petit peu dérégler son planning, je pense qu'elle fait très très attention à ça. Donc c'est hyper frustrant parce que il a déjà donné des interviews. Il est venu en France, d'ailleurs, il était venu au Salon du Livre il y a quelques années. Je l'avais interviewé, moi, à l'époque, au Salon du Livre, tu vois, j'ai eu du bol, pour le coup. Ah ouais, non, mais tu as eu de la chance et maintenant c'est devenu quelqu'un qui est très très compliqué à voir, qui est toujours très occupé, qui donne des interviews parfois uniquement à des moments promotionnels. Il avait donné une interview pour l'équipe quand il a sorti Slam Dunk, le film d'animation il y a 3 ans. Ouais, ok. Donc, bon, entre nous, une interview de Inoue dans l'équipe, pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai du respect pour l'équipe, hein. Moi, Ouais. en plus, j'adore le sport de manière générale, je le suis, etc. Mais il y a un moment, le lecteur de l'équipe, il s'en fout de voir une interview de Takehiko Inoue. Je veux dire, c'est. Ah, on est d'accord. C'est pas là Tu que, vois, même si tu aimes Takehiko Inoue, c'est pas là-bas que tu t'attends à avoir une interview non plus. bah voilà quoi. Donc non, il y a des gens comme ça qui sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Quelqu'un comme Otomo qui a beaucoup donné d'interviews, qui était quelqu'un qui parlait notamment aux médias étrangers. Aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent, il fait plus attention. Est-ce qu'il a peut-être pas envie peut-être qu'il n'a pas envie qu'on lui pose certaines questions aussi, parce que passer un certain moment d'inactivité, même si là il est actif avec un nouveau studio d'animation, je pense que c'est un peu compliqué, hein. Il y a des auteurs qui vivent aussi un peu avec le fantôme de leur réussite au-dessus de leur épaule, leur réussite passée. Et je sais La pas, peur de c'est pas. l'échec. Ouais, et puis même, je pense enfin, Otomo, ça fait depuis combien d'années qu'on entend qu'il travaille sur un manga, quoi. Bah, tu vois, ça fait des années qu'on entend, il travaille sur un manga, il travaille sur un Jidaimono, etc. Moi, je ne demande qu'à voir. Donc, C'est clair. et mais je pense que c'est compliqué pour lui. Je pense que à chaque fois le ramener à Akira, je sais pas. Il boit des coups avec ses potes, tout va bien. Pardon? Il boit des coups avec ses potes, tout Ah va ouais, non, bien. mais ça, j'ai aucun doute sur On va pas... comment dirais-je, son rythme quotidien où effectivement il a l'air d'être bien, quoi, tu vois. on va pas lui Ouais. vouloir du mal, quand même. Non, 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 il y a des personnes. Kentaro Miura, c'est quelqu'un que j'ai failli faire en interview avant son décès. Et puis ça s'est pas fait. Et quoi, peut-être 8 mois après ce rendez-vous manqué, j'ai appris l'annonce de son décès. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important. C'était un peu la mission moi que je m'étais fixée, c'était de rencontrer le plus possible de vétérans. Parce qu'il faut vraiment enregistrer leurs paroles. Parce qu'en fait, après, voilà, il passe l'arme à gauche et il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus aucun témoignage. Et même parfois, ces témoignages-là, ils n'existent même pas au Japon. Tu n'as même pas Ouais. de trace d'entretien, il n'y a pas d'entretien radio, pas de passage télé. Il y a peut-être eu des interviews dans la presse, mais personne ne sait où sont les bandes, où sont.
ou si c'est dans un magazine qui aujourd'hui n'est plus publié, c'est très compliqué de le retrouver. Donc non, c'est vraiment important quoi, d'enregistrer une dernière fois la parole de ces personnalités-là. Ouais. Et ta ou tes rencontres les plus mémorables? Que l'inverse, Euh, hein. non, bah écoute, Hirata, c'était une super rencontre. Il y avait Dominique, c'est une super rencontre. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'extrêmement puissant quand il est dans la même pièce que toi. Donc, il n'y a pas beaucoup de mangaka en fait qui ont cette aura-là, quelque chose qui vient un petit peu de percer, tu vois. Ouais. Euh, Mm. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les jeunes mangaka sont un peu plus timorés, ils osent moins prendre la parole, c'est un peu compliqué. Ils sont souvent un peu, comment dirais-je, ouais, un peu. Ils ont un peu peur de tenir des propos qui pourraient un peu leur échapper ou d'avoir un mot au-dessus de l'autre. Ils font très attention de ne pas froisser le tanto non plus. Donc les Ouais. jeunes, c'est pas forcément les meilleurs clients, même s'il y a quelques exceptions. Euh, Après, il y a eu des rencontres assez drôles. Hein. Tu vois, je me souviens de Leiji Matsumoto qui avait oublié qu'on avait rendez-vous et qui du coup avait donné un autre rendez-vous au même moment à des gens qui venaient, je crois, de Chine ou de Taïwan, qui venaient lui faire valider des produits dérivés. Donc en fait, on a dû repartir et revenir 3 heures plus tard et on a fait l'interview en pleine nuit parce que lui, il était insomniaque en fait, Leiji Matsumoto. Donc il donnait tous ses rendez-vous entre 20 heures et dans la nuit. Donc en fait, ça commençait à partir de là. Donc il devait dormir, je pense, jusque dans l'après-midi et il donnait ses rendez-vous nuitamment, si je puis dire. Et ça, c'était assez rigolo. Bon, plein de personnes, hein, Takao Saito, l'auteur de Golgo 13, c'était une super rencontre. Euh, Là, tu sens, quand tu rencontres un auteur comme ça, tu sens tout le côté patriarcal, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, il est assis sur son canapé, il y a tous les mecs autour de lui. C'est limite un peu clanique, je n'irai pas jusqu'à dire yakuzaesque, mais il y a quand même un peu un truc où tout le monde était autour de lui, tu sais, à l'observer et puis visiter son atelier, ses studios, c'était intéressant. Tu avais la salle des armes, par exemple, il y avait plein de répliques de toutes les armes de Golgo 13 qui servaient justement aux assistants pour redessiner les armes. C'était un Saito Productions, un petit immeuble qui est du côté de Nakano. Après, il y a eu plein de rencontres très, très chouettes. Globalement, ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu d'interview compliquée. Là, récemment, j'ai eu une interview un peu chahutée avec un auteur de Gekiga qui s'appelle Masami Fukushima qui va être publié au Lézard Noir. Euh, Ah. c'est quelqu'un qui est très volubile, qui ressemble à ses mangas, donc a une sorte de fibre comme ça très, très provocatrice. Et c'était très marrant, mais en fait, c'était pendant un dîner, c'était très alcoolisé. Moi, je buvais pas, et je sais que pour mon interprète, ça a été une tannée. Ça a été une tannée. Donc parfois, il peut y avoir des contextes comme ça qui sont un peu compliqués. Mais non, une interview très triste que j'ai faite, en revanche, ça je m'en souviens, elle est marquante, mais pas dans le bon sens du terme. C'était la dernière interview de Buichi Terasawa, l'auteur de Cobra. Mhm. J'avais été chez lui, il était vraiment très très mal en point. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cet entretien avec un type qui m'a l'air fatigué, qui est en fauteuil roulant? Il y avait son infirmière qui était dans sa chambre en train de changer ses draps et tout. J'aimais pas du tout le contexte. Je me suis pas vraiment senti très bien en fait. Je me Ouais, suis normal, senti ouais. quand même un peu glauque. Il y avait ses agents autour de lui. J'ai dû payer pour faire l'interview parce qu'il y a des interviews. En fait, certains auteurs demandent à être payés. Ouais. Alors pas les auteurs qui sont représentés par des éditeurs un peu importants, hein, mais il y a certains auteurs, notamment quand ils ont récupéré leurs droits, qui se disent ah bah tiens en fait c'est du temps passé, c'est du travail. En même temps moi je leur donne quelque chose, donc pourquoi ne pas être payé, ce qui
et pas du tout la méthode française et occidentale, parce que pour nous, une interview, aucun journaliste accepterait de payer. Hein. Mais il y a des auteurs comme ça qui demandent à être payés. Buichi Terasawa a demandé à être payé. Pas beaucoup d'ailleurs, c'est ça qui était un peu absurde. C'est presque une somme, comment dirais-je, symbolique. Oui, Je me ouais. souviens, j'ai payé 250 euros. Alors, c'est un Ouais. peu absurde, quoi, 250 balles pour une interview. Au Japon, Euh, peut-être. ouais, voilà. Et en revanche, désolé, j'ai des travaux, je sais pas, chez mes voisins là, mais en revanche, Gonagai, lui, il y a un barème très précis. C'est 800 euros l'heure d'interview. Voilà. Donc, si tu veux avoir une interview de Gonagai chez Dynamic, c'est 800 euros l'heure. C'est comme ça. Ça se négocie pas. C'est donné en cash, dans une petite enveloppe, à la fin de l'entretien. C'est plus facile Voilà. pour la compta. C'est beaucoup plus facile pour la compta, ouais. Et Question tiens, par Miyaya, ça te dit? Mais Miyaya, ouais, j'avais essayé de l'avoir. J'avais essayé de rebondir sur une actu au moment où justement où le lézard Stéphane Duval il travaillait sur le recueil La Sex Apocalypse. Je me suis dit, ah bah tiens, il va avoir une actu en France parce qu'il y avait eu que l'éveil qui avait été publié en fait, hein, pendant des Ouais. années, il y avait que ça. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais profiter de cette sortie-là parce qu'en fait, comme vous pouvez vous en douter, c'est beaucoup plus simple de justifier une interview auprès d'un auteur ou d'une autrice s'il y a une actu prochaine en France. C'est-à-dire que là, ils sont plus susceptibles d'accepter que si tu débarques en demandant un entretien comme ça sans Ouais. expliquer pourquoi en fait. Donc là, il y avait ce prétexte. Et c'était. Je crois que tout ça a été géré par sa famille. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est son épouse ou si c'est ses enfants. Non. Et Et déjà à madame, l'époque, c'est Madame Miyaya, c'est ça? ouais, l'histoire vertigraphique a sorti l'éveil parce que Miyaya avait entendu parler de moi, il voulait absolument me rencontrer. Euh, c'est c'est quelqu'un qui m'a impressionné, ce qu'il dégageait, et il m'a demandé de faire publier un de ses livres en France afin que son épouse puisse le voir édité à l'étranger avant de décéder parce qu'elle avait un cancer. Donc, Delcourt, le bouquin, il en avait rien à foutre. Autour de moi, ils en avaient rien à foutre. Et comme j'ai mon pote Giusti de Vertige Graphique, lui, il a bien compris l'importance de l'auteur. Il a sorti le livre, ça n'a pas donné grand-chose, mais Miyaya, moi j'ai tenu ma promesse, mon engagement vis-à-vis de lui, et sa femme a pu avoir ce livre-là entre les mains, quoi. Mais c'était, ouais, c'est Ouais. quelqu'un qui m'a impressionné, qui dégageait vraiment quelque chose de très très fort, et en plus c'est un auteur très très important, hein, Ah, c'est un auteur qui a décisif. Hein. marqué toute la génération de Otomo, toute cette génération-là, parce que il a été le plus rebelle, hein, dans toute la période fin des années 60, début 70. Il a influencé effectivement beaucoup d'auteurs qui ensuite ont commencé leur carrière ouais, fin 70, début Ouais, 80. Et moi, je regrette de ne pas avoir pu le rencontrer. Ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que il n'était pas en très bonne santé et que du coup, c'est pas ouais. possible de l'interviewer. Sur, Et pour et de clôturer, revenir sur cet auteur à l'occasion de la sortie des projets de Stéphane. Bah, on est revenu, on a fait, moi du coup, ce que j'ai, parce que je voulais absolument faire un truc sur Miyaya, et donc en fait, ce qu'on a fait, c'était il y a 2, 3 ans. Je suis désolé pour le bruit derrière moi, hein, ça c'est les imprévus. ça s'entend pas, t'inquiète pas. Bon, ça va. Ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai été chercher des anciens assistants de Miyaya pour témoigner. Donc en fait, Mmh. on a trouvé comme ça, on a eu 2 anciens assistants et un exégète de Miyaya japonais. Donc moi, je voulais vraiment que ce soit des témoignages strictement nippons. Je voulais pas d'universitaires franco-français qui allaient me sortir n'importe quoi, tu Ouais, vois. Je voulais vraiment des témoignages de terrain et c'était passionnant. On a fait du coup comme ça 10 pages avec les anciens assistants qui parlaient du travail de Miyaya et puis un spécialiste de Miyaya qui expliquait un peu pourquoi il avait été aussi important. Mais tu vois, moi, ce qui me frustre à mort, c'est que quand on fait ça, ouais. je n'ai aucun retour.
J'ai aucun retour, j'ai aucune personne qui me dit genre ah super, vous avez été chercher un assistant qui a travaillé avec lui dans les années 70, tout ça, etc. Ouais. Et alors après, tu vois, t'attends pas, j'attends pas du tout à recevoir un courrier avec du rouge à lèvres et du parfum dans ma boîte aux lettres. C'est pas ce que j'entends, hein, tu vois. Mais, Tu t'en fais pas? mais, juste, tu vois, avoir des gens qui te disent ah super, effectivement, cet auteur est mort, c'est compliqué de proposer quelque chose sur lui. Et vous, plutôt que de proposer un simple papier critique, vous avez été chercher des assistants, tout ça, etc. C'est super. Ouais. En La fait, démarche est super. Hein. non, tu vois, genre j'ai Non, même très pas eu un bien. retour de Stéphane du Lézard Noir, quoi, tu vois. Donc Ah, tu te dis mince quand même, quoi, tu vois. Alors si je peux me permettre de justement de pousser un petit coup de gueule, toute proportion gardée, c'est que les éditeurs français parfois en fait nous aident pas du tout. Tu vois, on n'a pas le droit. il, Ils ne nous aident pas du tout. C'est-à-dire que je suis d'accord. de temps en temps, tu vois, j'aimerais bien avoir un petit relais sur les réseaux sociaux, un petit coup de boost, un petit relais de couve, etc. Et parfois, on a rien. Moi, c'est très très rare que j'ai un retour sur une interview en disant genre ouais super l'interview, merci et tout ça, etc. C'est pas tant que je l'attends ce retour, mais c'est juste que quand tu te casses le dos et que tu produis quelque chose de quand même assez consistant, qui parfois est réutilisé par ailleurs a posteriori par ces mêmes éditeurs pour des dossiers de presse, etc. Ils sont là, ah oui, au fait, on a pris des morceaux de ton interview pour un dossier de presse. Bah oui, oui, pas de problème. Moi, je cède, en plus, sans aucun souci. Je leur demande juste d'être crédité. Mais c'est pas mal, c'est qu'au moment de la parution de la dite interview, il y a un petit coup de pouce, il y a un petit relais, il y a quelque chose, quoi. Bah oui. Et ça, c'est un peu, c'est un peu triste. Mais je pense aussi que les nouvelles attachées de presse, pour certaines, ou responsables presse, en fait, ne lisent pas vraiment la presse non plus. Donc, elles sont peut-être un peu focalisées sur les influenceurs, sur le web, tout ça, etc. Ouais. Mais vu que Ouais, nous, ouais, ouais. On en est là. On en est là. on est à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on propose de l'investigation, du papier dense, tout ça, etc., des longs sujets. Et je pense que parfois, elles ne les lisent pas. Moi, il y a plein de fois où j'ai pas de retour du Bah, tout. nous, on te remerciera, sache que le jour où ça nous arrivera, Ah, on mais, te remerciera. non, mais Non, en mais plus, pour de vrai, je veux pas jouer les Caliméro. Je déteste non, non, chouriner. non, blague à Envoyer, Ouais, part, ouais. oh, mais, Non, tu non, vois. mais c'est juste ce que tu dis, c'est vrai. C'est- puis, en Et c'est fait, vrai que c'est injuste quand, bon, moi j'ai rencontré cette personne-là, que le mal que tu t'es donné pour le mettre en avant et que même l'éditeur qui veut revenir sur lui congratule pas. Peut-être qu'il va te réclamer l'interview pour le glisser dans le bouquin, comme un certain Ouais, éditeur le fait. peut-être, mais c'est toujours un peu, ouais, c'est toujours un peu, tu te dis, tiens, c'est dommage à qui je m'adresse. Et finalement, comment dirais-je, les remerciements les plus chaleureux que j'ai, c'est de la part des éditeurs japonais. C'est ok. eux qui, en fait, quand je vais les voir tous les 3 mois, me disent ah merci, vraiment le papier c'était super, le magazine il est beau, merci pour la couverture, merci pour l'article, etc. Ouais, ouais, Et c'est ouais. plus eux en fait qui te remercient plutôt que les éditeurs français en fait en vérité. Ouais, mais il y Je a une voulais, culture du remerciement qui est Ah plus oui oui, forte là-bas. tout à fait, ouais, Et ça c'est ici certain, aussi, c'est la, certain. la- on en parlait hier avec Michael. ouais. La petite question concernant la presse aussi par rapport à son évolution, pour terminer le sujet presse, il y a aussi une évolution qui fait que, étant moins diffusé dans les kiosques, on a de plus en plus de mal, c'est vrai, à trouver les revues, les magazines spécialisés. Il y a aussi cette mise en place qui a été faite de précommande sur la plateforme. Au début, c'était KissKiss, puis Oh, Ulule, c'est si je dis Ulule, pas de ouais. bêtises. Mm. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est un levier important pour les revues? Est-ce que Ouais, ça vous permet de toucher plus de lecteurs ou d'autres ouais, ouais, lecteurs? bah c'est un canal de vente supplémentaire en fait. C'est-à-dire que nous, la sortie d'un numéro, elle est absolument pas indexée à la réussite d'une campagne. Ouais, Par ailleurs, c'est pas des campagnes de financement, c'est vraiment des campagnes de précommande. ouais, c'est de la préco, hein. Voilà, donc en fait, nous, quoi qu'il en soit, le titre il sortira, le magazine sortira, le numéro sortira. Simplement, c'est un canal de vente supplémentaire pour nous et aujourd'hui, ouais, c'est devenu indispensable. De toute façon, quand tu es indépendant, il faut que tu trouves tous les moyens possibles et imaginables pour multiplier les canaux de vente et faire en sorte que tu sois le plus présent possible. On a eu un rendez-vous assez intéressant avec notre diffuseur, Pollen,
Parce que moi, parfois, je fais des descentes anonymes, un peu comme les critiques culinaires dans certaines librairies parisiennes. Je leur demande pourquoi ils n'ont pas Atome, etc. Et il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais dans une librairie spécialisée à Paris, BD, pas manga, du côté de Nation, pour ne pas la citer, mais les gens verront de quoi je parle. Et je leur ai dit, mais BDNet? je ne l'ai pas cité, mais tu l'as cité, Michael. Au hasard. Au hasard. Et c'était au moment où on avait sorti les 35 ans de manga avec une couverture quand même exclusive dessinée par Naoki Urasawa. Et Ouais. donc je leur dis, mais vous avez pas Atome 35 et le mec me répond, oh, non, non, on l'a pas. Je fais, mais pourquoi et tout. Oh, bah, je sais pas, c'est parce qu'on nous le demande pas. Et je lui dis, ah, mais on vous le demande pas. Mais il dit, mais vous faites pas de presse ou non, non, on fait pas de presse. Pourtant, il avait un Anime Land avec Naruto en couverture à 5 mètres. Et, et je me suis surtout dit, c'est parce qu'on ne nous le demande pas. Mais en fait, c'est quoi? Tu vas attendre qu'on te demande un titre pour le commander? C'est ça ton travail de libraire? Ton libraire, c'est de la prescription aussi, en fait. C'est à toi de mettre les bouquins dans les mains des gens, non? T'imagines, si tu pars de on te le demande pas, mais attends, il y a plein de gens par ailleurs qui peuvent entrer dans une boutique. Il y a plein de gens qui n'osent pas demander les choses, hein. Faut aussi le savoir, qui vont faire un tour dans une boutique, qui vont pas trouver le truc et qui vont repartir. Mais parce qu'on ne te le demande pas, du coup, tu le commandes pas. Et en plus, je me suis dit, putain, c'est quand même un guide d'achat. Ça sort en fin d'année. Donc, ce truc-là, il accompagne parfaitement tous les autres bouquins que tu as en rayon. Et ta réponse, c'est ben non, on ne nous le demande pas. Franchement, ça m'a énervé. Du coup, j'en ai parlé à notre diffuseur. Je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est à vos commerciaux de pousser plus les atomes? Je pige pas en fait quoi. Et donc parfois aussi il y a de la part de certains libraires aussi un manque de curiosité. Pardon, hein, je tire un peu sur les lecteurs et les libraires, mais je sais que c'est compliqué pour les libraires, qu'ils ont des rayonnages qui croulent tellement il y a de références, tout ça, etc. Mais ce truc de ah ben on me le demande pas donc je le prends pas, je suis désolé, mais c'est quasiment une faute professionnelle, hein. En tout cas, c'est un avis que je partage. Et j'aurais du coup, pour aller dans ton sens, c'est aussi une chose qu'on remarque au niveau de l'édition de bouquins, et non presse pour le coup, c'est que la problématique est des fois similaire en disant, ouais, je sais pas, c'est un auteur qu'on connaît pas, donc on va pas mettre en avant le livre, on verra. On verra si ça marche ailleurs et on en prendra un ou deux. C'est pas des arguments où j'aime pas le dessin, ou je sais pas, un gros bouquin, je sais pas si ça va se vendre. Il y a des gros bouquins qui se vendent très bien en fait. Il y a plein d'arguments en fait qui aujourd'hui dans le milieu entre guillemets de la librairie qui sont quand même assez étonnants. J'ai presque envie de dire si un libraire, là pour le coup, d'une librairie indépendante, n'a pas d'autre suggestion à faire que de vendre ce que j'appellerais des produits, du tout fait, en fait, de vendre des piles, auquel cas, au bout d'un moment, il met aussi sa situation en péril, dans le sens où si tu n'as pas de conseils, si tu n'as pas d'originalité, autant aller prendre ton bouquin à Auchan, sur Amazon, tu n'as aucune plus-value. C'est ça. Mais ne va pas chialer si les plateformes elles te bouffent la laine sur le dos si tu veux plus faire de conseils. C'est ça. Je veux dire, tu vois, il y a un moment où, je veux dire, un bouquin, j'en parle parce que c'est un peu votre actualité. Je veux dire, un bouquin, les bouquins d'Hirata, remettre Hirata sur le devant de la scène aujourd'hui, pour un libraire, ça se travaille. Il faut qu'il lise le bouquin, il faut qu'il le mette dans les mains des gens. C'est sûr que s'il veut juste le placer en rayon comme ça, sans faire de conseils ni quoi que ce soit, alors après on pourrait très bien rétorquer que je ne connais pas le travail de libraire. C'est vrai, je ne connais pas le travail de libraire, mais je me dis un bouquin comme ça, effectivement, il faut qu'il y ait un minimum de prescription, il faut que tu expliques, tu vois, je sais pas, il faut que tu mettes même que tu le mettes dans les mains de personnes qui lisent pas de manga en disant tu vois ça c'est l'équivalent d'Akira Kurosawa pour le manga en fait, tu vois. Ouais. Faut donner des explications, donner des clés comme ça, même à peut-être des gens qui viendraient pas forcément acheter du manga ou chercher ce type de titre-là. Mais si ce travail tu le fais pas et si tu te dis juste le bouquin il est trop gros, le dessin il est trop vieux, j'ai plus de place dans mes rayons, bon bah dans ce cas-là, je vous annonce dans les 5 prochaines années une fermeture, des fermetures en cascade de librairies, parce que les gens, si c'est pour se déplacer et pas échanger avec leur libraire et juste prendre un bouquin, ils vont finir par commander sur Amazon, effectivement, hein.
Et c'est là où, enfin, pour moi, c'est un des grands enjeux, entre guillemets, de la librairie, puisqu'on parle de beaucoup d'état des lieux, de réflexion autour. Pour moi, il y a vraiment des choix qui sont à faire et qui sont souvent liés à des investissements culturels à penser, des partages, de la transmission qui, pour le coup, sont très souvent oubliés, en fait. Écoute, il y a exactement la même chose, toute proportion gardée, c'est des marchés différents, mais prends le marché de la vidéo, le Mmh. DVD, le Blu-ray, même le livre de cinéma. Euh, c'est pas de la vidéo, le livre de cinéma, mais juste pour parler du ciné. Effectivement, aujourd'hui, tu peux acheter du DVD, du Blu-ray sur Amazon et sur plein de sites de vente en ligne, tu vois. Euh, les boutiques spécialisées en vidéo, elles ont toutes quasiment fermé, hein. Ouais, Ça a été un massacre. ouais, Massacre. clairement. Il y a quelques boutiques qui tiennent, et les boutiques qui tiennent, c'est les boutiques qui font exactement le travail d'accompagnement dont tu parles. Il y a une boutique à Paris qui s'appelle Metaluna, qui était Ouais. anciennement Album rue Dante, qui est en face Ah, d'une des hein. antennes d'Apum Bapou, mais pas très loin Mhm. de Ayaku Shop. Et en fait, cette boutique, tu rentres le matin, il y a plein de monde, l'après-midi, tout ça, etc. Des gens viennent acheter des DVD et des Blu-ray, donc ils se déplacent dans une boutique pour acheter ça, parce qu'il y a du conseil, parce qu'il y a de la prescription, parce qu'ils ont des vendeurs qui ont vu les films, qui leur parlent des films. Et pareil pour les. J'ai une amie qui a sorti récemment un livre de cinéma en édition indépendante, et là où elle en a plus, et là où elle a le plus écoulé de bouquins, c'est dans cette boutique, parce qu'il y a un accompagnement, il y a des vendeurs passionnés qui viennent t'expliquer pourquoi ce bouquin est intéressant. Si ce travail-là, il est plus effectué par les libraires BD, effectivement, les gens n'iront plus du tout en librairie bande dessinée, plus du tout. Et ils vont acheter les blockbusters sur des plateformes en ligne. C'est ça. Ouais, Ce qui aujourd'hui fait ça manque bouffer de les livres. passion, hein, par Bah, rapport aux années 90 et après, dans l'air, ça manque vachement de passion, hein. Alors qu'on est dans une période qui est hyper tendue, où si on parle que du manga, il y a plein de réponses à trouver là-dedans, et ça manque de passion pour aller vers tout ça, quoi. Il y a un C'est grand peut-être manque la de passion qui va passion. permettre de redynamiser l'ensemble, hein, entre guillemets, au bout d'un moment. Peut-être que c'est. Moi, je dis toujours, les réactions viennent de la base et les lecteurs, au moment, c'est eux-mêmes qui vont aussi décider de l'orientation que vont prendre finalement ce qu'ils ont envie de lire. Et je suis intimement convaincu le, que l'avenir. Tu vois, on parlait moi, une chose où on parlait, par exemple, pour Atom, moi, je l'aimais, les 15 balles, tu vois, dans le bouquin, dans la revue, et je me dis toujours, je fais putain, c'est cher, mais en même temps, aujourd'hui, on est arrivé sur une situation où, en fait, il peut pas être moins cher. Et ça, c'est une donne qui est ultra importante parce que déjà, tu as le contenu, tu as tout l'investissement qui est fait. Et aujourd'hui, vu que tu as de moins en moins de possibilités de répandre la bonne parole, bah, pour le coup, le livre a moins enfin, la revue a moins l'occasion de se Ouais. vendre aussi, vu qu'elle est moins vue. Et on est dans un circuit où aujourd'hui, on a on paye un petit peu cette surconsommation, on va dire, de produits. Là, pour le coup, je vais dans le terme un peu péjoratif pour moi, qui est le produit culturel, où on a réellement des choses intéressantes qui sont mises de côté ou qui sont presque invisibilisées. Là où de l'autre côté, on va se retrouver avec j'aime bien dire, je fais la fin de l'année, on va avoir les piles de Gaston, on sait très bien, voilà, ça va vendre autant que la totalité de la production. C'est l'arbre qui cache la forêt, c'est pas artistique, c'est pas tout ce qu'on veut. C'est là pour le coup, on est dans du pur produit quasiment IA, sans fond. Enfin voilà, et tout ça fait que, au bout d'un moment, je pense que les gens, ils vont s'en dégoûter. Soit ils abandonnent la lecture, soit au contraire, ils font preuve de curiosité et d'envie. C'est là où la passion est importante, de pouvoir aller en fait plus loin et d'aller chercher eux-mêmes finalement ce qu'ils ont envie de découvrir. Et là, pour le coup, pour moi l'enjeu principal, ça reste les libraires. Et s'ils foirent ça, effectivement, on peut être pessimiste pour tout un corps de la profession, quoi. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas être sur Amazon, par exemple, avec Comics Initiative. Il y a des libraires qui s'en foutent, en fait, qu'on soit ou pas sur Amazon, alors que pour moi, il y a un acte militant, en quelque sorte, c'est certain, pour ouais. dire, je me prive de vente, mais j'ai envie que moi, mes bouquins, vous les lisiez. Si vous Mm. les aimez, conseillez-les. Si on vous les demande, commandez-les. Mais faites quelque chose là-dessus. Et bon, faisons le Don Quichotte tant qu'il est encore possible de le faire. On verra bien. Et Donc, moi, Après, après, il y a des j'apprécie. libraires passionnés, j'imagine, hein. Il y a des libraires passionnés, hein. bah, Je ne ah cherche bah pas du oui, tout à oui. généraliser, entendons-nous bien, hein.
Ah non, non, c'est pas un copier-coller, évidemment. Non, non, bien sûr, il y en a plein qui défendent les bouquins. Moi, par exemple, tu vois, quand tu dis que bah, sur cette librairie parisienne, il n'y ait pas Atom, moi, je comprends pas qu'un libraire spécialisé, il n'ait pas à minima un petit rayon, tu vois, avec les différentes revues Bah, consacrées bien au sûr. 9e art qui soient mises en avant. C'est con, mais il n'y en a plus Bah oui. beaucoup. Mm. Il n'y en a plus Ah oui. beaucoup. Si tu défends pas ne serait-ce que la presse à ce niveau-là, bah, je trouve qu'effectivement, ouais, tu rates encore quelque chose. C'est clair. Voilà. Euh, Non, mais je c'est vois parce que Atom, ça représente une qualité à la française. Il doit y avoir un truc qui dérange. Mais Euh, c'est vrai. Mais c'est ah, vrai. est-ce que pour le coup, tiens, on peut parler du poste que tu as occupé pendant plus de 5 ans, qui est lié à Angoulême, au Festival Ouais, d'Angoulême. ouais. Est-ce que tiens, tu peux nous parler un petit peu de ça, de cette Bah longue écoute, expérience? oui, oui, Belle bon, expérience. ouais, ouais, ça a été, bah, franchement, ça a été beaucoup de plaisir, beaucoup de travail aussi, mais avant tout beaucoup de plaisir. Euh, je dois dire que j'ai eu les coudées totalement franches pendant les 5 années que j'ai faites à Angoulême. Je pouvais programmer exactement ce que je voulais, j'étais suivi sur tous les projets que j'amenais. Il y a des projets qui n'ont pas pu aboutir et que j'aurais bien aimé faire aboutir en 26, 27, 28. Bah, ce ne sera pas le cas, c'est pas grave, mais non, non, ça a été vraiment une expérience stimulante, faite de rencontres humaines très épanouissantes. Je travaillais très bien avec la coordinatrice Japon qui est Shoko Takahashi, qui est vraiment un élément clé du dispositif programmation manga d'Angoulême, qui était. Elle est toujours en vie, mais elle n'y travaille plus par la force des choses. Donc, non, non, ça a été génial. On ne s'en rend pas trop compte aujourd'hui, mais en fait, sur certaines éditions, on était un événement qui montrait entre 500 et 600 planches originales de manga. Ouais. C'est très simple, il n'y a aucun autre événement au monde qui proposait autant d'œuvres originales durant 4 jours, un peu plus parfois, parce qu'il y avait des expositions qui étaient prolongées au musée d'Angoulême. On était les seuls, il n'y avait aucun autre festival. Lucca le faisait pas, Toronto le faisait pas, il n'y avait même pas d'exposition parfois de cette ampleur-là au Japon. Donc, alors après, moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. Stéphane Beaujean, qui était un des directeurs artistiques avant moi, avait mis en place de très belles expositions au manga. Moi, on m'a appelé, si je puis dire, pour appuyer sur la pédale d'accélérateur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai étendu la voilure manga en fait au festival à un niveau qui parfois a très clairement gêné les éditeurs franco-belges. Très clairement, c'était une Oui. remarque qu'on nous a faite plusieurs fois, hein. C'était non mais là en fait il y a trop de mangas. Ah, il y a trop de mangas, ça va pas. Donc, sauf que en fréquentation, ben ça allait même très bien, hein. La fréquentation record du festival, c'était pour la 50e édition. Ou en manga, une exposition manga, on avait une exposition à l'Attaque des Titans, on avait une exposition sur Ryoichi Ikegami, on avait une exposition sur Junji Ito. Donc voilà, on avait quand même de sacrés auteurs. On a été les premiers à faire venir une autrice qui est l'une des plus importantes de l'histoire de la bande dessinée mondiale, qui est Moto Hagio. Guillaume, oui. Euh, on a fait des choses qu'aucun autre festival n'a fait. Encore une fois, je dis ça de manière. En fait, à vrai dire, j'ai pas envie d'être trop modeste. Parce que j'ai souvent été plutôt dans cette posture de dire genre oui, bon, voilà, on a fait les choses, certes. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être très modeste. Ce qu'on a fait, en fait, c'est sans précédent. Et je pense que ce sera sans succédent. Ça se dit pas, mais je le dis. Parce que, Et parce que Moi, pourquoi il n'y aurait plus cette place du manga à Angoulême, là, éventuellement? bah pourquoi? Pour plein de raisons. Parce qu'en fait, déjà, encore faut-il qu'il y ait un événement à Angoulême. Là, Ouais, donc, il y a quand même eu une explosion. Je hmm. pense que beaucoup d'acteurs de l'industrie, que ce soit du côté des éditeurs ou du côté des auteurs ou des autrices, ne se rendent pas compte, hein. ah, mais, Au-delà de la décapitation d'une tête que tout le monde réclamait, à savoir celle de Franck Bondou, il y a eu la décapitation d'une équipe entière, hein, bah, c'est-à-dire
tout le côté structurel, Ah organisation ouais, qui mais est même d'une équipe, là je Ouais, parle de ouais, manière, tu vois, assez individuelle, je parle d'une équipe entière qui ne partageait pas forcément d'ailleurs les points de vue de Franck Bondou, mais en fait on a voulu faire une liquidation totale. Donc en fait, voilà, il y avait des gens qui... il y a eu un tel manque de clairvoyance dans cette décision, c'est-à-dire... euh, ça me semble assez logique pour une équipe de pas forcément, ou pour des gens qui travaillent dans une entreprise, de pas forcément être d'accord avec les décisions de son patron en fait. c'est Est-ce que les gens se sont, est-ce que les éditeurs, est-ce que comment dirais-je, les auteurs, les autrices ont pensé ça à un moment en fait, se dire que il y avait la persona de Franck Bondou qui cristallisait à tort ou à raison, libre à chacun et chacune de penser ce qu'il veut, qui cristallisait des tensions, des rancœurs et des reproches. Et après, il y a une équipe en fait. Et cette équipe-là demandait son exécution parce qu'elle est potentiellement radioactive, parce qu'elle a été au contact ouais, d'une personne dite ouais. sulfureuse, dangereuse et toxique, c'est déjà profondément injuste. C'est Ah, injuste pour des personnes qui ont travaillé pendant des années et des années. Moi, je fréquentais des personnes à Angoulême qui bossaient depuis 15, 20 ans, qui se défonçaient pour le festival et qui aujourd'hui sont au Ouais. chômage. Au ouais, ouais. chômage. Et Donc en fait, aussi, ouais, pour des gens comme toi et moi qui viennent de milieux populaires, toutes les petites mains, tous les jeunes qui bossaient dans les restos, partout, ah les oui, restos, comment non, mais tous les ça, gens que ça faisait vivre, c'était trop dégueulasse tout ça. ah non, mais Non, puis ça, de surtout, toute il y façon, a, il y a pardon, Mickaël, mais il y a un manque total de profondeur de vue sociale, très clairement, Ouais, pour ne pas ouais, dire ouais, sociétale. Ça a été vraiment, on veut la tête de ce type. Il est vilain, il est méchant, il est toxique. Le festival, il est pas bien, pour des raisons parfois. Enfin, moi, non, je suis mais, tombé de ma chaise en lisant certaines remarques. Il y a eu beaucoup, et pardon, Mickaël, juste parce qu'après, j'ai pu avoir trop le temps. ouais, ouais. Mon truc que je trouve absolument dingue, parce que je suis assez véhément, je suis quand même très amer sur ce sujet, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, j'en veux énormément aux journalistes qui ont fait un travail littéralement de merde sur le sujet, qui ne m'ont jamais appelé une seule fois, qui n'ont jamais appelé une seule personne de l'équipe une seule fois, qui ont véhiculé des informations qui étaient totalement fausses, euh, qui peuvent être ouais, contredites, mais en deux par des chiffres, que ce soit au niveau de la représentation des autrices, que ce soit au niveau des droits de monstration, que ce soit au niveau des coproductions. Sur les ouais, ouais, coproductions, l'une ouais, des informations qui circulaient, qui était celle que les éditeurs qui ne pouvaient pas participer aux frais d'une exposition n'avaient pas d'exposition, c'est archi faux. Il y a des expositions qu'on a montées qui ont été à 100% de la poche du festival. Et je sais parce que j'avais mon nez dans les budgets. Déjà, moi-même, je m'occupais de certaines expositions au Japon. Je peux vous dire que quand on fait une exposition sur Shigeru Mizuki, je peux vous dire que Cornelius y met 0 €, que c'est entièrement de la poche du festival. Et que c'est une expo qui d'accord. coûte cher. Donc quand on Ouais, dit genre, ah mais attendez, où va l'argent du festival? Où va l'argent? Mais vous savez combien coûte une exposition sur le Japon? Combien coûte l'assurance, par exemple, de 400 planches originales? Combien ça coûte un auteur qui voyage en business ouais, class aller-retour avec son ouais, tanto, parce que ouais, c'est les conditions en fait de venue? ouais, Combien ça coûte tout ça? Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval en fait. Donc quand tu demandes en fait à un éditeur de coproduire une exposition, c'est pas pour te mettre l'argent dans la poche, c'est juste parce que tu veux que l'exposition soit la plus belle possible. ouais, Mais en plus, ces journalistes qui ont écrit tout ça, à aucun moment ils ont appelé par exemple Glénat, la personne qui est en charge du manga, en disant comment ça s'est passé sur l'exposition Ikegami, vous étiez content, ça s'est bien passé, quelles ont été les retombées? Non, il n'y a eu aucun travail. Il y a eu simplement, ouais, de la part de ces journalistes culturels, une envie d'épouser la doxa, d'aller dans le sens ouais, du c'est vent, ça. de surtout ne pas se mettre à dos les auteurs et les autrices qui, parfois, à raison, pouvaient être mécontentes ou mécontents, mais à aucun moment il y a eu un véritable travail de recul, d'investigation, prendre son téléphone, appeler les personnes en place. Si tu fais un papier et que tu n'appelles que des anciens du festival, il est évident que tu n'auras que des témoignages négatifs. Si moi, demain, je fais une enquête, et je sais parce que je suis journaliste, sur je ne sais quelle entreprise et que j'appelle que des personnes qui sont parties, qui ont été licenciées ou qui sont à la retraite pour des raisons X ou Y, il est évident qu'elles vont me dire pique-pendre de l'entreprise, la majorité. C'est Mais c'est là où il n'y a pas de boulot de journaliste, en fait, et ça fait,
enfin, moi, c'est un truc que je constate sur tellement de domaines, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a pas de contre-argumentation, il y a pas de argument contre argument, en fait. Il y a pas toute cette démarche de creuser. Effectivement, par exemple, tu vois, tu dis le fait de ne pas avoir été sollicité. Pour moi, c'est un peu dommageable dans le sens où ça, effectivement, ça vient pas non plus, essayer de faire preuve d'une certaine, équité, d'une certaine justesse, en fait, en mettant les arguments des uns et des autres les uns en face des autres. Enfin, pour moi, il y a vraiment eu un problème. De toute façon, pour moi, le fait que ça ait éclaté, c'est qu'on est arrivé à un niveau où, de toute façon, il y avait plus de logique. C'est-à-dire qu'on parlait pas de la qualité du festival, de la qualité des expositions. Ça, pour moi, c'était complètement mis de côté. Quand on nous dit, «Bah oui, il y a plus de mangas», mais en fait, en vrai, regardez la dernière édition qui a eu lieu. On n'a jamais eu autant de jeunes qui sont venus sur le festival par rapport aux années précédentes. Ouais, ouais. Mine de rien, c'est un renouvellement de génération et ils étaient là, les jeunes, pour venir. Donc derrière, Ouais, ouais, c'est ouais, je te ultra confirme. important. Et Mais puis, ouais. je vais juste Non, dire mais le côté politique, le c'était l'envie problème, des grosses maisons d'édition d'avoir plus de le main mise. problème, c'est que, hein, le problème, c'est que la soumission a changé de camp. Les nanas, ils ont piaffé, ils ont tous suivi, les mecs. Ils sont tous allés dans ce sens-là, quoi. Ils ont suivi la colère des nanas et Bah, c'est une colère qui est même généralisée après sur des choses en fait, on a fait d'Angoulême finalement le catalyseur du problème des auteurs. En fait, Oui, le oui, bah, festival c'est ça. d'Angoulême ne Mais ça a toujours représente été pas nécessairement. l'épouvantail, tu sais. Le festival a toujours été l'épouvantail. Ça, depuis toujours, ça a toujours été l'épouvantail. Ça a été toujours le fusible entre les éditeurs et les auteurs et les autrices. Moi, après, loin de moi l'idée de dire que le festival était irréprochable. Ah bah, oui, Parce il y a des qu'à un choses qui moment allaient aussi, pas. il faut que tu entendes, il faut que tu écoutes aussi les remarques et les reproches qui te sont faits. Ça, c'est évident. On a traversé une période de crise 2025 qui a été terrible. Il est vrai que l'absence de prise de parole du festival, le manque de clarté concernant certaines situations, le fait de ne pas communiquer au bon moment, de ne pas dire les choses à l'instant qu'il faudrait, tout ça aussi a participé à envenimer une situation. Et donc il faut aussi, moi je reconnais absolument l'énorme problème de communication. Il est évident qu'une personnalité comme celle de Franck est clivante. Il y a, voilà, après une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on trouve des solutions pour faire en sorte que Les choses changent. que ça aille mieux à défaut que ce soit parfait, ou est-ce qu'on décide de faire tabula rasa? Là, la décision, ça a été la table rase. Bon, moi, je pense que c'était pas c'est pas forcément bon. la meilleure solution, d'autant qu'en Non. plus, 9e art avait encore un mandat de 2 ans. Par ailleurs, on a reproché. Moi, j'ai participé à un fameux appel d'offres que tout le monde a jugé opaque. Tout le monde disait genre, ah, cet appel d'offres, c'est pipé, machin, etc. Moi, j'y ai participé, j'ai passé un oral. Je peux vous dire que de l'intérieur, j'avais pas l'impression que c'était pipé. Il y a eu un deuxième appel d'offres qui se devait être plus clair. Je ne sais pas si vous l'avez compris, hein, parce que moi, je ne l'ai trouvé pas clair du tout. Ah Je l'ai non. trouvé pas clair du tout. C'est-à-dire qu'on devait normalement expliquer aux gens très clairement comment ça allait se passer, etc. Alors là, pour le coup, le résultat est tombé. On savait plus ou moins qui participait, mais j'ai pas trouvé ça non plus d'une clarté absolue. Donc, moi, vraiment, je regrette parce que je pense qu'Angoulême, je pense qu'il va y avoir un événement à Angoulême. Hein. Je pense il finira par avoir quelque chose, mais je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus moyen. C'est-à-dire que ce sera plus le grand festival de bande dessinée internationale que c'était. Ouais. Voilà, Ouais. c'est tout. Mm. Faut faire son deuil là-dessus. Donc, mais peut-être que les auteurs et les autrices français ne veulent pas de ça. Peut-être qu'ils veulent un festival, comme ils disent, à taille humaine, comme il peut y avoir, je ne sais pas moi, à Saint-Malo, à Amiens, c'est-à-dire des plus petits festivals. Mais Angoulême n'est pas ça, en fait. En tout cas, n'est pas devenu ça. Moi, je pense que le festival est devenu trop gros pour tout le monde, en vrai. Mm. Et qu'il Gros y a pour un les moment, c'est devenu un gros machin. Je sais que quand on disait genre, ah, mais c'est un festival qui est devenu trop commercial. Trop commercial, c'est une manière de dire il y a trop de mangas. Et quand tu dis il y a trop de mangas, c'est quoi? C'est du racisme industriel. Ouais, C'est ouais. c'est- On est d'accord depuis le c'est simple. début. C'est simple. Ouais, ouais, Donc ouais, quand je suis d'accord. tu demandes, Ouais. quand
ce qu'ont demandé les syndicats d'auteurs, hein, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, hein. Quand tu demandes le démantèlement des bulles thématiques, c'est-à-dire tu te dis genre non, on veut plus de bulles manga. Il faut plus de bulles manga, il faut que tout le monde soit mélangé. Bah, c'est quoi en fait le sous-entendu derrière ça en fait? C'est que ces bandes dessinées asiatiques, elles te dérangent. Il y a un peu de ça quand même, quoi. Donc, Il y a beaucoup de ça, de toute Ouais, façon. ouais. C'est comment dire, c'est la zone asiatique, c'est la seule zone qui peut, pour faire vite, ramener un peu de bon sens dans les cerveaux égarés. On en voit plein comme ça. Moi, je suis à distance, là, je suis en Thaïlande, je regarde l'actu sur YouTube et je suis trop content d'être ici, quoi. C'est de la folie, c'est de la folie, hein. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. Et puis, le manga, il a vraiment une raison d'être parce qu'il s'est complètement installé, euh, parce qu'il remplace un vide. Moi, je vais te dire carrément, pour, pour faire un raccourci, je me suis beaucoup investi sur Hirata parce que je suis un Français qui a la frustration de ne pas pouvoir lire des histoires de chevalerie française. C'est ça le truc, tu vois? Tu es obligé de faire Hirata. Tu es obligé de faire de la BD de samouraï parce que tu peux pas faire de la BD française de guerrier moyenâgeux parce que tout le background qu'il y a autour, ça foutrait la merde. Donc, il y a, ça montre qu'il y a un grand manque, qu'il y a un grand manque et puis que ça va chauffer. Là, Là, je regardais tout à l'heure, putain, je suis dans un, pardon, je parle mal, je suis dans un temple en vous attendant. Je regarde des trucs YouTube et je vois qu'une mamie, elle s'est fait égorger, 86 ans, comme ça, par un ouf. T'as que des trucs comme ça, mais, mais lisez des mangas. Si on veut parler de la banlieue, pour moi, Bon. s'il y avait pas eu Quel l'explosion non, mais des séries Dominique, vedettes faut lâcher shonen Fausto, faut lâcher qui Fausto. canalisent la testostérone de plein de petits rebeux dans les cités, ça serait vachement plus la merde, tu vois. Euh, Mais c'est la réalité, c'est la réalité. bon, Le pour manga, revenir sur Tueur. il joue un grand rôle quand même de recentrage chez les cerveaux qui se posent des bonnes questions, quoi. La culture peut Et même sauver dans des les gens, c'est cités. certain. Ouais, c'est Ouais, exactement ça. Faut tu croire en vois. la culture Et pour faire avancer les choses. ouais, non, mais c'est pour ça on arrive à la fin de la discussion. Mmh. Mais par rapport à ça, vous avez toi, avec Atom, tu as encore des vrais trucs à dire, quoi. C'est vrai? C'est vrai, écoute, Avec ton je vais essayer magazine. de, Tu as des de vrais continuer trucs à à les dire. lire. Ouais, ouais. Ce que j'allais dire pour faire court, parce on a un timing un peu serré, Fausto nous a fait l'honneur d'écrire la préface de Tueur. Alors, on va pas cacher qu'on réfléchissait avec Dominique à qui pourrait préfacer l'album, puisqu'on avait eu Cyril Diabaté sur La Force des Oubliés. En fait, Fausto faisait sens, voilà, parce que ne serait-ce que C'est une, par rapport au c'est une film. préface un peu hérétique, hein. C'est une préface un peu hérétique parce que je voulais raconter d'autres choses Ouais, mais Elle est c'est et ça bien, qui elle est est bien. intéressant. Elle est bien. Elle est bien. C'est que tu as t'as les connaissances ne serait-ce que liées au cinéma, que liées au manga évidemment, et Hirata également. Et que le fait de réunir en fait tout ça et de voir que tu as accepté bien volontiers, bah, là pour le coup, je peux te dire, on te remercie d'avoir accepté fort gentiment. ah non non mais c'était drôle de remettre en forme Ouais, ces moi, je te souvenirs. remercie de m'avoir sabré correctement. C'était bien confort. Donc voilà, bon, écoutez, on va peut-être terminer sur ces mots. En tout cas, voilà, Tueur, ça arrive dans une petite semaine en librairie, donc fin juin. Donc, vous pouvez découvrir le deuxième Hirata après La Force des Oubliés, Tueur, bientôt Satsuma. En plus, uniquement pendant les campagnes nulles, hop, là c'est le moment de la déballe, vous avez ces éditions qui sont dispo, limitées, tout ça. Et quand il y en a plus, il y en a plus, faut pas en réclamer, je n'en réimprimerai pas. Voilà. Écoute, merci encore beaucoup Fausto pour tout le temps passé Bah, avec nous à échanger. C'était merci à cool. vous, Michael et Dominique, hein. Merci. Merci Et puis, beaucoup. écoute, en tout cas, on a hâte de découvrir les prochains sommaires des différentes revues sur lesquelles tu bosses. Et puis, peut-être, enfin bref, j'espère que peut-être d'autres festivals seront intéressés de s'appuyer sur tes compétences pour continuer à développer Bon, le vous manga. inquiétez pas, j'ai des projets, on va pouvoir s'amuser. Ouais, Ah, ouais, très bien. Bon, ouais. on en reparlera. Et tu seras certainement, tu vas passer à Japan Expo.
Oui, faire oui, tout à fait, tout à pour fait. Ouais, Absolument, nous j'y y serai. serons, nous, le jeudi et vendredi, c'est ça. Ouais, écoute, Je ce sera sais pas l'occasion encore. de Je sais te... que j'y vais le samedi sûr, mais je passerai peut-être le vendredi, donc on s'y croisera. Ouais, Ah bien, ben, bien au plaisir volontiers. de se, co- au plaisir de se croiser pour dire des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Bon. Bah, écoutez, merci à vous. Et puis, bah, en tout cas, voilà, merci à celles et ceux qui regardent cet hebdo. À bientôt. À bientôt tout le monde. Salut, merci. Salut. Ciao.